Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette série de webinaires, les prochaines étapes de la lutte contre la COVID-19 dans les établissements de soins de longue durée et les résidences pour personnes âgées. Alors aujourd'hui, il sera question de détresse morale en soins de longue durée et dans les établissements de retraite. Je suis Tania McDonald et j'aimerais signaler que mon bureau ici à Ottawa se trouve sur le territoire non cédé et non soumis de la nation algonquine Anishinaabe. Nous sommes heureux de vous offrir l'interprétation en français pour ce webinaire. Si vous souhaitez entendre la séance en français, veuillez choisir Français à partir du menu au bas de votre écran. Nous vous invitons à vous servir de l'anglais ou du français en saisissant vos observations dans la boîte de clavardage. Cette séance est également enregistrée et un résumé sera disponible également pour que vous puissiez le partager avec vos collègues qui auraient manqué cette séance. Le programme SLD+, et la série de webinaires est fondée sur le rapport Repenser les soins aux personnes âgées, publié il y a plus d'un an, qui se concentre sur 6 domaines clés qui pourraient réduire les risques d'éclosion de COVID-19 à l'avenir. Nous sommes heureux aussi d'annoncer que nous avons 2 rapports qui seront publiés incessamment ou qui ont été publiés très récemment. D'abord, Pratiques prometteuses pour favoriser la résilience des prestataires de soins de longue durée. Et nous venons de publier ce rapport qui provient du docteur Carol Estabrooks et l'équipe TREC de l'Université de l'Alberta. Le rapport se trouve sur notre site web sous la rubrique Ressources et pratiques prometteuses de SLD+. Nous avons également publié un autre rapport en collaboration avec le Nova Scotia Centre for Aging qui porte sur le soutien à la présence en personne des familles et à la communication avec les établissements de soins de longue durée. Nous aimons évidemment reconnaître les partenaires de ce programme qui nous soutiennent. Alors, le BC Patient Safety and Quality Council, la CMTS, les foyers de soins du Nouveau-Brunswick et la Fondation de l'AMC. C'est avec grand plaisir que je vous présente nos conférenciers aujourd'hui. Marianne Notoriani, qui est vice-présidente de la mobilisation des connaissances au tout récent Centre d'excellence en TSPT. Et dans son rôle, elle supervise des initiatives visant à soutenir l'application des résultats de recherche et la mise en pratique des données probantes afin d'améliorer les soutiens pour les anciens combattants, les premiers intervenants et leurs familles partout au Canada. Elle dirige également un réseau du centre qui est en pleine croissance, qui vise à ce que l'expérience vécue soit valorisée autant que l'expertise technique pour orienter les travaux du centre. Nous avons aussi Fardous Husseini, qui est le directeur général adjoint et le vice-président de la recherche et des politiques publiques du Centre d'excellence sur le syndrome de stress post-traumatique et les troubles de santé mentale connexes, qui se trouve au Centre de santé mentale du Royal Ottawa. Ces recherches portent sur les questions de politique stratégique liées à la transformation du système de santé mentale, la législation sur la consommation de substances, la toxicomanie, ainsi que la santé mentale des nouveaux arrivants et des groupes sous-représentés. Merci beaucoup, Tania, pour cette chaleureuse introduction et merci à Excellence en Santé Canada pour cette invitation. Merci également à tous les participants qui se joignent à nous. Comme Tania le disait, je suis Fardous Husseini et je suis le chef de la direction adjoint vice-président de la recherche et des politiques au Centre de recherche sur le TSPT. Le centre se trouve à Ottawa, sur le territoire traditionnel et non cédé de la population Anishinaabe algonquine. Alors, les grands titres récents sont assez éloquent. L'impact de la pandémie sur les prestataires atteint un niveau sans précédent. Les professionnels de la santé sont sous une charge énorme. Et donc, comprendre la santé et le bien-être des prestataires est essentiel si on veut offrir un milieu de travail sain. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Alors, avant d'entrer dans la conversation sur le préjudice moral, parlons d'abord du concept de la moralité. Les fondements moraux sont ce qui oriente nos comportements. Il s'agit de valeurs, de normes, de pratiques, d'us et coutumes et de mécanismes psychologiques qui, l'un dans l'autre, permettent de réguler les comportements. Je vous propose 6 fondements moraux à la moralité. D'abord, la bienveillance, c'est-à-dire protéger les autres et les chérir plutôt
Ensuite, équité, c'est-à-dire offrir une justice avec des règles égales pour tous. Ensuite, loyauté, fidélité, être fidèle devant ses amis et sa famille. Autorité, respect des traditions, se soumettre à l'autorité légitime. Ensuite, pureté, donc évitement des gestes impropres et la dégradation. Et liberté, qui est le contraire de l'oppression. Alors, ce concept de la moralité nous permet de mieux comprendre les dimensions qui sont compromises en cas de préjudice moral. Il faut également reconnaître que cela varie d'une culture à l'autre et que cela peut varier au sein d'une communauté également. Alors, qu'est-ce qu'un préjudice moral? Alors, pour le moment, il n'y a pas de consensus par rapport à une définition. D'ailleurs, en 2017, une revue systématique recensait au moins 17 nouvelles définitions ou définitions différentes. Le concept de préjudice moral revient du docteur Jonathan Shea, qui parlait de l'expérience des anciens combattants dont la santé mentale avait été détériorée, mais ne correspondait pas tout à fait aux critères de TSPT. Il disait que, selon sa définition, les éléments clés étaient l'autorité, donc c'est-à-dire quelqu'un qui a un pouvoir sur vous, une situation aux enjeux importants, c'est-à-dire le risque est élevé, et lorsque les décisions et les gestes sont prises, ils peuvent causer un préjudice et les liens de confiance qui peuvent être brimés. La majorité des recherches faites sur le préjudice moral touchent surtout le contexte militaire et des anciens combattants. Cependant, il y a de plus en plus d'études dans d'autres contextes, dont la santé. Comme Burgess et Barnes le disaient en 2019, la pandémie de COVID-19, ou en 2020 plutôt, le préjudice moral s'étend bien au-delà d'un théâtre de guerre. Selon ces auteurs, il s'agit de s'occuper des patients tout en étant incapable de les servir grâce à des moyens absents sur lesquels on n'a aucun de contrôle. Donc, le préjudice moral est une conséquence d'événements qui transgressent les principes moraux. C'est ce qu'on appelle des événements préjudiciables. Alors, sur les 2 prochaines diapositives, je vais mettre en exergue certaines des définitions que nous avons recensées dans la littérature scientifique. Alors, ce sont les plus fréquentes. D'abord, le docteur Shea qui explique que le préjudice moral est une trahison de ce qui est juste par une personne détenant une autorité légitime dans une situation où les enjeux sont importants. Ensuite, de l'Université de Boston, l'un de ses collaborateurs dit « Répercussions psychologiques, biologiques, spirituelles, comportementales et sociales persistantes découlant du fait de commettre des actes allant à l'encontre de croyances ou de valeurs morales profondes, d'échouer à les prévenir et d'en être témoin ou d'en être mis au courant. » Gabriel Litny et Brock ont rajouté à la définition en parlant d'infliger un tort et d'en être témoin d'un comportement actif par rapport à un comportement passif. Et enfin, Jane Kirsten qui dit syndrome. C'est le premier à déclarer qu'il s'agit d'un syndrome. Donc, lorsqu'on parle d'événements potentiellement préjudiciables sur le plan moral, il y a d'abord les situations qui incitent à agir contre ses propres croyances morales ou à ne rien faire pour les défendre. Et dans la COVID-19, cela pourrait signifier débrancher un patient d'un respirateur pour le donner à quelqu'un d'autre ou ne pas dépister les patients à chaque moment, donc exposer d'autres patients. Ensuite, deuxième situation qui expose directement ou indirectement à des violations par autrui. Donc, il peut s'agir de rationalisation de ressources ou la non-observance des protocoles sur le port de l'EPI en raison d'une absence suffisante d'EPI. Il y a des stresseurs moraux qui se trouvent sur un continuum. Alors, ces événements sont plus fréquents qu'on ne croit. Ce ne sont pas toutes les personnes qui ressentent un événement traumatique qui seront atteintes de TSPT. Ce ne sont pas non plus tous les événements préjudiciables sur le plan moral qui
auront un effet durable. À gauche, vous avez quelqu'un qui a peut-être ressenti une frustration morale. C'est plus fréquent. Alors, c'est un défi moral. Ensuite, modérément, vous avez des stresseurs qui occasionnent une détresse morale. Vous pouvez vous sentir coupable, en colère. Souvent, la détresse morale est une réaction normale à ces événements et ça permet de se conforter dans ses valeurs. Ensuite, les événements préjudiciables sur le plan moral sont des événements très graves, des événements à fréquence réduite qui ont un impact sur le bien-être et qui peuvent occasionner des préjudices psychosociaux qui peuvent avoir un impact sur les relations et le quotidien de la personne en question. La blessure morale est généralement plus permanente que la détresse morale ou la frustration morale. Comme je le disais un peu plus tôt, ce ne sont pas toutes les situations difficiles sur le plan moral qui mènent à une blessure morale. Certaines expériences peuvent occasionner une croissance de la personne pour renforcer son caractère et la conforter dans ses valeurs. Alors, une application très récente de la détresse morale et du préjudice moral en dehors des enjeux militaires nous a permis d'approfondir le concept. La détresse morale a été décrite en 1984, c'est-à-dire un événement dans le cadre duquel des infirmiers et infirmières savent quoi faire mais ne peuvent le faire. Cette définition rejoint les définitions que je vous présentais antérieurement. Donc, il est important de souligner les similitudes et les différences entre la détresse morale et le préjudice moral. Sur le plan des similitudes, à la fois la détresse morale et le préjudice moral comprennent l'intégrité morale, c'est-à-dire que les valeurs et les croyances sont mises à l'épreuve. Ensuite, les conséquences psychologiques comme la culpabilité, l'angoisse et le sentiment d'impuissance. Là où il y a une différence, c'est par rapport au contexte dans lequel cela se produit et les conséquences de ces événements. La détresse morale peut se trouver dans un événement stressant de conflit moral qui est occasionné par des limites extérieures comme les structures politiques, la bureaucratie ou des caractéristiques internes comme la sensibilité morale, l'incapacité d'agir ou le sentiment d'impuissance. Cette situation peut mener à un déséquilibre psychologique et des sentiments négatifs comme pointer les autres du doigt, la dépression, l'angoisse, le sentiment de gêne ou d'impuissance. Ces conséquences ne sont pas forcément durables sur le cadre moral. Le préjudice moral signifie à la fois contexte externe sur lequel on n'a aucun contrôle et un facteur interne, c'est-à-dire être témoin d'une transgression morale. Cet événement peut laisser la personne avec une blessure profonde et un cadre de valeurs effrité. Ces personnes vont souvent en souffrir plus longtemps. La détresse morale est un problème situationnel dû à des contraintes externes, alors qu'un préjudice moral est une expérience du problème qui se solde par un changement durable dans le sentiment d'espoir, d'intégrité de quelqu'un. Les événements qui mènent soit à la détresse morale ou au préjudice moral sont souvent différents sur le plan de leur importance, de leur ampleur. Le cumul de beaucoup d'événements de détresse morale peuvent éventuellement occasionner un préjudice moral. La détresse morale n'est pas le seul concept qui touche également le préjudice moral. On peut penser aussi à la fatigue de compassion, l'usure de compassion, le TSPT, l'épuisement professionnel, la dépression et l'angoisse. Certains chercheurs disent que le préjudice moral est souvent mal étiqueté dans le contexte des soins de santé où on parle souvent d'épuisement professionnel. Alors, vous avez les chevauchements entre le préjudice moral et le TSPT. Pourquoi? Tous les deux ont un événement extrêmement stressant entraînant la détresse psychologique. Dans les deux cas, on revit des événements. On a des pensées négatives par
à propos de soi, des autres et du monde, et on a des émotions négatives et un sentiment de détachement des autres. Mais il y a aussi des différences assez claires. La première différence que je souhaite présenter, c'est la cause. Qu'est-ce qui mène au TSPT? D'abord, la menace de mort ou de blessure grave. La culpabilité, la honte sont communes. Et le sentiment de peur, d'horreur ou d'impuissance sont présents, oui, mais moins importants que la culpabilité et la honte. Dans le TSPT, on comprend que la réaction est exagérée. Ce n'est pas forcément le cas avec le préjudice moral. Une personne devrait réagir différemment, entre autres, au stimulus. On n'a pas forcément la même réaction viscérale avec le préjudice moral qu'avec le TSPT. Au lieu d'éviter les rappels de l'événement, dans le cas de préjudice moral, souvent on se détache du monde pour éviter d'être critiqué. Alors, ce n'est que récemment que les chercheurs et les cliniciens ont commencé à investiguer la présence de préjudices moraux en dehors du contexte des anciens combattants et des militaires. Il y a de plus en plus de données probantes qui montrent que l'expérience touche aussi les professionnels de la santé, entre autres pendant la pandémie de COVID-19. Alors, bien que les personnes puissent choisir de travailler dans le secteur de la santé ou dans le secteur militaire, c'est souvent pour des raisons différentes. Dans le contexte militaire, le préjudice moral peut être le résultat d'un soldat qui agit contre ses valeurs. Par exemple, ne pas protéger des civils car ça aurait été une transgression des règles d'engagement. Dans le contexte de la santé, des croyances profondes qui peuvent mener à un préjudice moral, c'est de ne pas mettre les besoins du patient avant tout. Lorsque les professionnels de la santé ne peuvent pas respecter leur engagement au service des patients, cela peut créer également un préjudice moral. Par exemple, une étude récente a indiqué que des événements comme les limites de pays ont occasionné davantage de détresse morale. D'ailleurs, une étude récente a montré que la perception de la COVID-19 chez les professionnels de la santé était associée à une détresse morale plus élevée. D'autres exemples de stresseurs qui peuvent ne toucher que les professionnels de la santé, pénurie de personnel, pouvant compromettre la qualité des soins aux patients, erreurs liées aux médicaments et décès de patients évitables, défaillances technologiques, environnement de travail non valorisant, devoir choisir entre des conditions de travail sécuritaires et la qualité des soins du patient. Bien qu'il y ait très peu de recherches dans le domaine des soins de longue durée, des parallèles semblent exister entre les événements potentiellement préjudiciables sur le plan moral, généraux liés aux services de santé et les défis en soins de longue durée, entre autres concernant la pénurie de main-d'œuvre et l'équipement. Plus de la moitié des établissements ont déclaré être en pénurie grave de main-d'œuvre et quasi le tiers ont déclaré qu'il y avait trop peu de pays en VAVA. Par ailleurs, il y a des données anecdotiques comme l'incapacité de donner un décès digne aux résidents, laisser les résidents mourir seuls et être incapable de conforter les résidents occasionne un préjudice moral chez les travailleurs dans certains cas. On reconnaît de plus en plus que les travailleurs de la santé sont à risque de préjudice moral, tandis qu'ils sont confrontés à des situations difficiles qui peuvent avoir un impact psychologique de long terme. Il faut davantage de recherche pour déterminer quels sont les impacts du préjudice moral sur les effectifs de soins de santé. Alors, quelles sont les répercussions des préjudices moraux sur le bien-être? Ici, vous avez les principaux domaines des préjudices moraux tels qu'identifiés par le Dr Nash, qui était psychiatre de la marine aux États-Unis pendant près de 30 ans. À l'heure actuelle, son travail se concentre sur la mise au point de
modèles de préjudice moral ainsi que des outils de prévention, d'évaluation et de traitement chez les anciens combattants. Nash décrit 6 domaines des préjudices moraux qui sont touchés par ces préjudices moraux. D'abord, l'expérience émotionnelle, ensuite la perte d'identité, ensuite difficulté d'autorégulation, ensuite lien spirituel, cinquièmement, concept de soi et du monde, et sixièmement, relation. Ces 6 domaines de l'expérience humaine sont tous touchés par le préjudice moral. Il faut également parler de l'envers de la médaille. Des émotions morales positives durant la COVID-19. Certaines personnes exposées à des stressors moraux peuvent connaître une croissance post-traumatique, entre autres de résilience psychologique, d'estime de soi, de compassion et de participation. Ces attributs peuvent être renforcés si l'équipe et le soutien suffisant est en place. Des facteurs de soutien protecteurs du bien-être ont été identifiés, dont des modèles positifs, des équipes unies et l'appréciation de tous les niveaux de l'organisme. Un leadership compatissant, la camaraderie, un sentiment d'efficacité, la fierté au travail. L'expérience de l'adversité peut mettre en exergue le sentiment d'altruisme et la validation des croyances profondes. À vous, Mary. Merci. Alors, nous voulons également reconnaître l'impact des iniquités raciales sur la détresse morale dans le système de soins de santé et comment elles peuvent exacerber la détresse morale chez les travailleurs racialisés. Alors, la COVID-19 a vraiment présenté l'impact du racisme systémique et de la discrimination sur les personnes racialisées. Au Canada, nous avons constaté des taux d'infection qui coïncidaient davantage avec la race, c'est-à-dire que les taux de COVID les plus élevés étaient dans les quartiers où il y avait davantage de personnes racialisées. Ces personnes sont plus à risque de contracter la COVID-19 car ils ont souvent plus d'iniquités en matière de pauvreté, de revenus. Ils vivent dans des quartiers où la population est plus dense et et travaillent plutôt dans des emplois essentiels où l'exposition est plus grande. Les professionnels de la santé racialisés sont aux prises avec la COVID-19 et les difficultés raciales au même moment, dont la difficulté de se plaindre par peur de rétribution, l'expérience de racisme de la part de clients, de patients ou de collègues. C'est fréquent dans les établissements de soins de longue durée car une bonne partie des travailleurs de ces contextes sont migrants. La majorité des données montrent que plus du tiers de ces travailleurs sont des immigrants de minorités visibles. Ce pourcentage varie dans le pays, peut atteindre 50 dans certaines provinces. Par comparaison, ce groupe représente 21 des effectifs de tous les autres métiers confondus. Si on regarde la profession, l'Institut canadien pour l'information en santé a montré que le risque de COVID-19 varie aussi selon la profession. Avec les préposés aux bénéficiaires en Ontario, au Manitoba et en Colombie-Britannique, ont 1,8 fois plus de chances de contracter la COVID-19 par rapport aux infirmières et 3,3 fois plus de chances de contracter par rapport aux médecins. On sait que les travailleurs de la santé de couleur ont dû aussi essuyer beaucoup de revers en raison du fait qu'ils doivent refouler leur impression de patients qui sont racistes à leur endroit. Ils sont donc à risque de vivre une détresse et des blessures morales et psychologiques. Alors, des études récentes ont conclu que comprendre ce qu'est le préjudice moral et l'impact qui peut en découler n'est que la première étape. Alors, avant d'évoquer comment reconnaître les préjudices moraux, il faut mettre certains de ces éléments dans leur contexte. Le préjudice moral n'est pas encore bien défini.
et il rejoint d'autres formes de détresse comme la colère et la culpabilité. Il ne faut pas déclarer d'office que l'expression de symptômes sont un préjudice moral. La détresse morale est compréhensible. On ne veut pas présumer que parce que quelqu'un a ressenti un événement préjudiciable, qu'il a d'office une blessure morale. Les personnes qui ont une blessure morale vont sans doute cacher leur expérience. Donc, il faudra peut-être du temps et de la patience, du doigté, de l'empathie pour faire ressortir ces questions. Être trop direct pourrait créer davantage de détresse. La meilleure chose à faire pour reconnaître la blessure morale est d'abord de la reconnaître. Et c'est sans doute plus facile de reconnaître des comportements comme l'isolement, le détachement, l'évitement des liens sociaux. Ce sont des comportements qu'il faut garder à l'œil. Si vous avez un collègue qui, à votre avis, a été l'objet de ces événements préjudiciables, peut-être faut-il davantage envisager de créer un espace sûr où ils peuvent en parler, reconnaître les stresseurs inhérents au travail, écouter avec patience et compassion et aussi encourager les collègues à prendre soin d'eux-mêmes, à établir des liens et surtout éviter les jugements. Des recherches existent sur le rétablissement moral. Entre autres, les recherches montrent qu'il faut accepter le caractère réel de la douleur et des torts moraux passés, se pardonner à soi et aux autres et rechercher un sens pour soi. Donc, il s'agit aussi de privilégier ses propres valeurs au lieu des règles morales strictes prescrites par la société. Il est beaucoup plus facile de respecter ses propres règles morales que celles qui nous sont imposées. Promouvoir l'autocompassion. Il faut être ouvert à une douleur morale et au jugement connexe. Ce n'est qu'un aspect de l'expérience humaine. Il faut être conscient de son sentiment de soi, de son caractère et comment il est différent de la détresse, de la blessure morale que l'on peut ressentir. Il faut aussi identifier les personnes qui nous soutiennent pour créer une atmosphère d'acceptation et pour tisser de nouveaux liens. Et lorsque ces possibilités ne s'offrent pas à nous, il est important de se tourner vers des professionnels. Les professionnels de la santé mentale peuvent vous aider à tirer ces situations au clair dans un environnement compatissant. Sur le plan des traitements, il existe une thérapie, mais ces thérapies n'en sont qu'à leur balbutiement. Il y a quand même des essais cliniques qui pourraient permettre d'éclairer comment on traite les blessures morales à l'avenir. Alors, les stressors moraux font partie de l'environnement de la COVID-19 et ne peuvent pas être écartés du travail. La maladie existe et donc il incombe à l'établissement d'avoir une approche à l'échelle de l'organisation qui permette de minimiser l'impact du préjudice de la détresse morale et renforcer les facteurs de protection. L'intervention à l'échelle organisationnelle, à notre avis, la plus efficace. Cela comprend examiner le rôle des dirigeants, des services de soutien au bien-être, ainsi que les ressources de chacun. Le soutien social, interne et externe, est toujours perçu comme un facteur de protection des troubles post-traumatiques. Et le soutien par les pairs est particulièrement efficace après un traumatisme. Alors, que peuvent faire les établissements? Il est important pour les milieux de travail de reconnaître les stresseurs auxquels sont confrontés les travailleurs, comme l'isolement, la fatigue extrême, qui peut être attribuée au quart de travail, au port de l'EPI, la vigilance accrue, les procédures strictes, la tension entre les conseils de santé publique et les volontés des patients et de leurs familles, et le conflit entre la vie professionnelle et personnelle.
Dans le contexte de la COVID-19, les changements aux directives ont été particulièrement très stressants. Il est important d'avoir une communication ouverte entre collègues et de la part des dirigeants par rapport à ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas. D'autres choses que l'on pourrait envisager est d'avoir une direction forte et de bons liens entre les membres de l'équipe, être prêt à aborder le stress, aider les membres de l'équipe à interpréter les stresseurs moraux, montrer l'exemple en faisant appel à de l'aide aux besoins, souligner les bons coups, si petits soient-ils, consulter le personnel régulièrement pour savoir comment il va et orienter les membres vers d'autres ressources et services professionnels aux besoins. Donc, on insiste sur l'importance de la culture de soutien au sein du travail et l'accès à une gamme de services de soutien pour le personnel fait partie des moyens par lesquels on doit mettre en place des facteurs de protection de manière permanente en cas de crise future. La recherche permet de croire que les équipes plus soudées protègent davantage leurs membres de stresseurs extrêmes. Donc, les chefs d'équipe, chefs d'unité sont essentiels à la réaction à ces stresseurs moraux. Ils peuvent faire la promotion d'une équipe soudée, dotée d'un bon moral, bâtir une culture de sécurité, de bienveillance sans jugement, discuter d'enjeux moraux et éthiques honnêtement, parler des événements potentiellement préjudiciables sur le plan moral et des réactions potentielles sur le plan social, émotionnel, comportemental et prendre le temps d'avoir ces consultations régulières avec le personnel, encourager les post-mortem et surtout reconnaître et valider les expériences vécues par le personnel. Pour les gestionnaires et les chefs d'équipe, il est important de ne pas écarter l'expérience de quelqu'un, mais plutôt la valider. Il est également important d'être conscient du fait que le personnel voudra peut-être éviter de parler des stresseurs moraux. Il faut être prêt à montrer l'exemple en offrant un soutien plutôt que d'attendre que le personnel ne s'adresse à vous. Les chefs d'équipe peuvent tâcher de repérer la détresse morale et aider l'équipe à se concentrer sur les aspects de la situation qui peuvent être contrôlés tout en reconnaissant ce qui échappe à notre contrôle. Donner ces conseils et donner une signification aux événements pour réduire le sentiment d'impuissance permet de renforcer la mission et le sentiment de raison d'être. Et c'est également important pour les dirigeants de montrer l'exemple en encourageant la gestion, une bonne gestion de sa santé et la recherche d'aide aux besoins. Certaines étapes importantes peuvent être prises pour gérer ces problèmes, entre autres, se renseigner sur les stresseurs et les préjudices moraux, bien manger, dormir bien, faire de l'exercice, entretenir des liens sociaux étroits, s'adonner à des activités de réduction de stress comme la relaxation, la pleine conscience ou la méditation, exercer des activités d'autoréflexion et d'expression, créer des liens avec des pairs et aider les collègues qui vivent des expériences semblables aux vôtres et, évidemment, obtenir un soutien professionnel en cas de détresse ou de difficulté. Il ne faut pas non plus passer sous silence le fait que l'État et la collectivité ont une responsabilité. Il faut comprendre les choix difficiles que les professionnels de la santé ont été obligés de faire. Alors, nous reconnaissons que cette pandémie a montré à quel point nos systèmes étaient déjà en difficulté importante, surtout en soins de longue durée. Il faut donc continuer d'examiner les systèmes et tâcher d'accorder une priorité à de meilleurs systèmes de prestation de soins. Alors, pour avoir davantage d'informations sur les blessures morales et les recommandations que nous avons évoquées, nous vous encourageons à télécharger le guide sur les blessures morales sur moralinjuryguide.ca, disponible en anglais et en français. On fait la promotion d'un cadre ou d'un schéma visant à mettre en place des structures de prévention
avant la détresse morale. Et cela met aussi en exergue des soutiens potentiels qui peuvent être fournis au niveau de la personne, de l'équipe ou de l'organisation. Nous avons aussi récemment lancé une nouvelle trousse d'outils pour les dirigeants qui continuera d'être enrichie au fil du temps. Ensuite, nous avons des aides-mémoires donc dans cet outil qui sont déjà disponibles, mais les autres sections seront rajoutées ultérieurement. Donc, ces sections visent à permettre aux dirigeants de reconnaître les politiques et pratiques existantes qui encouragent une bonne santé, sécurité psychologique. Nous reconnaissons qu'il se fait du travail dans bien des organisations et des milieux de travail qui pourraient permettre d'avoir une approche à l'échelle de l'organisation. Les questions ou les sections subséquentes permettront d'évaluer le plan choisi par l'organisation pour mettre en place des mesures de prévention. Nous allons aussi lancer une série de vidéos avec des voix de dirigeants qui partageront leurs conseils et tuyaux. Alors, consultez cette ressource sur notre site web. Et d'ailleurs, je vais mettre le lien dans la boîte de clavardage. Alors, à présent, nous vous remercions de nous avoir écoutés et merci encore à Excellence en Santé Canada de nous avoir permis de présenter cette communication et nous nous réjouissons de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Marianne et Fardos. Merci beaucoup d'avoir parlé de blessures morales ainsi. Alors, tandis que nous attendons de recevoir des questions, j'en ai reçu quelques-unes. Je commence par la première. Au début de la communication, vous disiez que le préjudice moral, c'est différent de l'épuisement professionnel. Pouvez-vous dire quelques mots de plus à cet effet? Fardos, peut-être? Oui, il y a eu des conversations sur le fait que, bon, le préjudice moral, la blessure morale sont toujours des nouveaux concepts. Et ce qu'on constate, c'est que souvent, ils sont mal diagnostiqués, c'est-à-dire qu'il y a certaines similitudes avec l'épuisement professionnel. L'épuisement professionnel est un épuisement psychologique, alors que le préjudice moral va plus loin. Dans l'épuisement professionnel, on n'a pas le sentiment de honte, de culpabilité ou de haine par rapport à soi. Vous êtes mis dans une situation, par exemple, lorsque vous avez un préjudice moral où vous devez aller à l'encontre de vos valeurs les plus profondes. Alors, c'est différent de l'épuisement professionnel, qui est un sentiment de fatigue profonde. Je me demandais si vous pouviez dire quelques mots aussi sur les moyens par lesquels les dirigeants et les organismes peuvent faire la distinction entre les deux, d'après les comportements ou les conversations qu'on a avec le personnel. Myriam? Alors, je commence, puis Fardos pourra renchérir. Un peu plus tôt, je parlais du fait que il faut tendre l'oreille lorsqu'on a des conversations. Comme Fardos le disait, bon, l'épuisement, c'est un épuisement émotif, psychologique, mais lorsqu'on parle de détresse morale, de préjudice moral, il faut comprendre que la personne en question va parler de honte, de culpabilité. Donc, il faut être sensible aux mots employés par la personne. Servez-vous de l'information qu'on vous a présentée aujourd'hui pour tâcher de déterminer si c'est le cas dans le personnel en question. L'épuisement concerne souvent la charge de travail, tandis que les- la détresse morale, le préjudice moral est un peu différente, dans le sens qu'on a l'impression d'avoir vraiment démantelé son cadre de valeurs. Donc, il s'agit d'approfondir les deux concepts, de tâcher de comprendre les différences pour avoir une meilleure capacité de poser des questions au personnel pour savoir si effectivement c'est l'un ou l'autre et offrir des possibilités différentes dans vos conversations, dans vos post-mortem pour tâcher d'aider ce personnel. Fardo, ça peut être quelque chose à ajouter. Non, c'est complet. La seule chose que j'ajouterais, c'est l'importance de consulter le personnel régulièrement. Les dirigeants
qui ne font pas ces contrôles auprès de leur personnel ne pourront pas cerner ces difficultés auprès de leur personnel. Il est important de prendre le temps de consulter le personnel et d'écouter attentivement, pas seulement cocher une case. Vous devez vraiment tendre l'oreille, tendre l'oreille. Ça peut être très difficile au début de se donner le temps et la place, mais au fil du temps, si votre personnel vous fait confiance et sait que vous consacrez du temps à les écouter, ça vous permettra de déterminer ce qu'ils ressentent et quel soutien leur donner. Pour faire fond là-dessus, justement, je me demandais s'il y a des approches qui doivent être mises en place. Bon, ça fait 1 an et demi qu'on vit cette pandémie à peu près. Je présume que beaucoup de professionnels au sein des mêmes organisations en souffrent. Alors, je me demandais s'il y avait des stratégies. Quand c'est un grand pan de votre personnel qui souffre de cette détresse morale ou de ce préjudice moral, ce qui est sans doute particulier à la pandémie, plutôt que d'avoir une ou deux personnes, peut-être que l'approche doit être différente. Marianne? Oui, écoutez, on fait toujours beaucoup de recherches et nous tâchons nous-mêmes de faire des recherches pour comprendre ce que l'on peut faire pour éclairer des recommandations pour les organisations. Alors, quand vous dites qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont peut-être des expériences partagées, on a parlé du soutien par les pairs et du fait qu'il fallait, entre autres, faire appel à d'autres recherches. On peut penser à la recherche faite du côté militaire sur l'exposition au traumatisme. Alors, peut-être qu'il est important d'approfondir ces recherches pour tâcher de les adapter à nos organisations de santé. Alors, je vais voir si Fardos a quelque chose à ajouter. Eh bien, justement, nous avons entendu des conseils d'administration, des dirigeants, des hauts dirigeants et des gens de la première ligne qui souffrent tous de détresse morale. Donc, quand vous envisagez le soutien, il faut qu'il y ait un soutien collectif, oui, mais également personnalisé à tous ces niveaux, en se concentrant évidemment surtout sur les personnels de première ligne qui sont constamment en situation difficile où il faut prendre des décisions très difficiles. Alors, j'espère qu'avec la mise au point des outils, nous allons pouvoir avoir davantage de ressources à vous offrir. Je pense qu'au départ, il faut veiller à ce qu'il y ait des structures de soutien. Donc, chaque fois que de vastes défis se présentent à nous, qu'il s'agisse de la COVID-19 ou à plus petite échelle, une autre crise, qu'il y ait des ressources et des systèmes en place à l'avance pour encourager la santé et le bien-être de l'effectif. Nous savons, comme on le disait, que cela a permis de mettre en lumière certaines faiblesses du système. Donc, on avait un personnel qui était déjà épuisé à certains égards. Alors, j'espère que ceci donnera l'occasion de renforcer la trousse d'outils que nous avons au départ. Et donc, ce qu'on espère au fil de ces conversations, c'est que mieux on comprendra la détresse morale et le préjudice moral, à plus forte raison, plus on aura de recherches, on espère qu'on pourra garantir qu'il y ait une trousse d'outils beaucoup plus exhaustive, des soutiens plus exhaustifs qui puissent être une ressource importante pour le personnel de soins de santé. Alors, nous avons une observation, une question. Alors, je vais demander à Fardos de répondre le premier. Le traitement pour réparer le préjudice moral est-il la transparence, la clarté, c'est-à-dire reconnaître la blessure pour avancer? Pour les proches aidants, il y a eu énormément de blessures morales, car, comme on le sait, beaucoup d'établissements de soins de longue durée leur ont fermé l'accès pendant la période de COVID-19. Alors, qui tient compte des sentiments et des impressions de TSPT des proches aidants? Merci pour cette observation.
Écoutez, il y a tellement de populations qui ont été touchées et dans des mesures assez variables. Alors, je dirais, je suis d'accord avec l'observation à l'effet que les proches aidants ont été absents pour leurs proches et tout cela crée effectivement une détresse morale. Et si vous êtes constamment devant ce genre de situation, vous êtes blessé de manière durable et donc vous subissez un préjudice moral. Alors, je pense que c'est un de ces groupes justement auxquels il faut consacrer de l'énergie. Il faut non seulement aider les ressources humaines en santé, mais également les proches aidants. Donc, c'est une chose de nommer le problème, mais il est également important à présent de leur offrir des soutiens pour que ces personnes puissent être prises en charge et que leur bien-être soit un point focal. Alors, je ne sais pas qui s'en occupe, mais effectivement, les organisations, les gouvernements, la communauté ont tous un rôle à jouer en ce sens. La pandémie a vraiment éclairé une situation existante. Nous avons entendu des travailleurs de la santé dire qu'ils avaient déjà des journées de 14, 16 heures avant la pandémie. Maintenant, c'est simplement que la population en est consciente. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour tenir compte de ces enjeux systémiques? Parce que si on ne s'attaque pas aux problèmes systémiques, on ne peut pas continuer de demander à des professionnels de la santé de s'occuper de leur bien-être tout en devant consacrer 16 heures de leur journée au travail. Alors, il faut demander au gouvernement d'intervenir. On a un système qui s'effrite et il a besoin de soutien additionnel. J'ajouterais également l'importance de voir les proches aidants, les patients partenaires comme de véritables membres de l'équipe. Et enfin, on doit se poser les questions. Est-ce que les politiques de l'avenir sont co-créées? Je sais que Excellence en Santé Canada est un des organismes qui fait vraiment avancer la position du patient partenaire dans ces situations. On cherche vraiment à avoir véritablement un modèle de partenariat dans l'ensemble du système de soins de santé. Donc, je pense qu'il y a une occasion de veiller à ce que, tandis que les organisations se penchent sur les leçons apprises, qu'effectivement, si on établit une nouvelle politique pour l'avenir pour éviter d'exclure un groupe, que ces politiques soient co-créées. Justement, une observation, c'est-à-dire que les travailleurs de la santé, historiquement, sont des minorités racialisées, travaillent surtout de femmes. Alors, la question du point de vue systémique est, peut-on relever le défi étant donné les difficultés économiques vécues par cet effectif? Ensuite, il y a une autre question sur les derniers éléments de la trousse, les sections qui ne sont pas encore finies. Quand seront-elles finies? Oui, voilà une excellente question. Alors, nous y travaillons aux sections. Je n'ai pas de date, mais au cours des semaines à venir, d'ici la fin de l'année civile, du moins, ça devrait être complet. Cela dit, nous allons continuer de rajouter des ressources au site car nous reconnaissons que certains de ces scénarios pourraient s'appliquer à d'autres contextes. Alors, l'ensemble des sections devrait être achevées d'ici fin décembre et nous continuerons de faire la promotion du contenu, surtout lorsqu'il y aura du nouveau contenu. Pardon, sa prochaine question s'adresse à vous. Est-ce qu'il y a des stratégies particulières pour la gestion des préjudices moraux pour les personnes qui sont des dirigeants? C'est-à-dire que les dirigeants doivent souvent aider les autres tout en tâchant de gérer des changements rapides aux politiques et procédures qui sont imposés par le gouvernement. Alors, avez-vous quelque chose à proposer pour ce groupe, les dirigeants? Voilà une excellente question. Vous savez, parfois, vous avez des dirigeants qui nous disent que leur personnel leur a demandé d'être déployé
dans des unités où le risque de contracter la COVID est plus élevé. C'est difficile pour eux d'accepter. Donc, ça remet en question leur valeur car au départ, leur loyauté est envers ce personnel qu'il doit protéger et qui demande à être déployé dans un endroit où la protection n'est certainement pas assurée. Donc, il faut permettre aux dirigeants de parler de ces défis éthiques et moraux. Il faut veiller à ce que l'équipe comprenne le dirigeant, de sorte que l'ensemble de l'équipe puisse aussi soutenir le dirigeant. Il faut continuer tous ensemble d'être un modèle, qu'on soit dirigeant ou non. Il faut aussi célébrer les réussites. Alors, ce sont des, des petites choses que l'on peut tous faire. Et d'ailleurs, c'est dans la trousse d'outils et vous trouverez d'autres gestes que l'on peut faire pour se protéger. Mais c'est justement de créer cet environnement où l'on peut avoir ces conversations ouvertement et parler de ces dilemmes moraux auxquels on est confronté pour ne pas avoir l'impression de prendre une décision seule et d'en porter seul le poids. Donc, il faut avoir la possibilité de dialoguer, ne jamais se sentir seul. Oui, justement. Une chose qu'on entend aussi, c'est on dit aux dirigeants de parler à leur personnel du soutien, mais qui est-ce qui soutient le dirigeant? Donc, c'est vrai, il faut se poser la question et il faut être conscient, justement, qu'il faut s'occuper de soi-même aussi. Il faut, comme Fardos le disait, avoir une équipe cohésive qui comprend, entre autres, les dirigeants. On peut aussi penser aux outils qui ont été mis au point pour les chefs d'équipe. Ça s'applique également à la haute direction. Il y a des tuyaux concernant, par exemple, la gratitude, l'écoute, les conversations ouvertes. Tout cela peut s'appliquer au contexte de l'employé, tout comme au contexte du haut dirigeant. Et de nouveau, il faut veiller à ce qu'il y ait des soutiens entre pairs. Que ce soit à l'intérieur du milieu de travail ou à l'extérieur du milieu de travail. Il peut s'agir de pairs à l'échelle du réseau, pas forcément de l'établissement, où on peut partager ces expériences. Alors, beaucoup de remerciements, entre autres, une personne qui reçoit des services à domicile de 2 préposés aux bénéficiaires et c'est très important de parler de la santé mentale de l'effectif. Alors, merci beaucoup pour cet excellent travail et également des observations pour les normes qui seront mises au point en soins de longue durée pour améliorer ces établissements et donner le temps aux préposés aux bénéficiaires de, de prodiguer des soins à la hauteur de leurs propres espérances aussi, pas seulement celles des familles, car ils veulent souvent travailler fort dans l'intérêt des résidents. Alors, merci beaucoup pour le travail que vous faites à tous les deux. Alors, je souhaitais simplement ajouter que nous avons des événements à venir dans la série SLD+. Alors, nous avons une série de séances d'apprentissage qui se déroulera le 29 novembre à midi. Pratique digne d'intérêt qui favorise la présence des familles et les communications avec la famille, présentée par Mesdames Fancy et Keefe. Ensuite, un caucus SLD+, on parlera de réadaptation en déficience visuelle avec Josie McGee. Et une autre séance d'apprentissage le 6 décembre prochain, où on examinera les pratiques prometteuses pour favoriser la résilience des prestataires de soins de longue durée. Alors, merci infiniment à nos conférenciers pour ces discussions passionnantes et nous espérons que vous tous dans le public avez trouvé cette séance utile. Merci d'avoir été des nôtres. Veuillez remplir notre petit sondage à la fin de ce webinaire. Merci infiniment et bonne journée à tous.